Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. À la une ce lundi, la visite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale sur le sol ivoirien. Avec sa délégation, Ousmane Diagana a visité plusieurs projets menés avec la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, Ferké et Sinématiali. Il sera avec nous sur ce plateau dans quelques minutes pour plus de précision. La région du Hambol est désormais à l'abri du besoin en eau potable. Grâce à des installations à Dabakala et Niakara, la région enregistre même un excédent de 2561 mètres cubes d'eau par jour par rapport à ses besoins. Le ministre de l'Hydraulique a officiellement mis en service ces infrastructures. Cohésion sociale, 60 Ivoiriens réfugiés au Ghana depuis 2011 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des retours volontaires facilités par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Ce sont aujourd'hui plus de 280 000 Ivoiriens réfugiés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, l'un des auteurs, à la tête d'un commando d'au moins 28 mercenaires, dont 22 sont aux mains de la police, a été arrêté. Il aurait tenté un putsch qui s'est soldé par la mort du président et son épouse. L'enquête se poursuit. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. Jeudi prochain, Abidjan va abriter une réunion de haut niveau pour reconstituer les ressources de l'Association internationale de développement IDEA. Cette institution, membre de la Banque mondiale, a pour vocation de soutenir les pays les plus pauvres à travers des projets de développement. Mahama Traoré. 60 ans d'action au service constant de la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que l'IDEA, l'Association internationale de développement, résume son existence. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'IDEA voit le jour le 24 septembre 1960 avec pour principale mission d'aider les pays les plus pauvres de la planète. Son action englobe les secteurs sociaux clés de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement, de la bonne gouvernance et de la création d'emplois. Comme bilan, l'IDEA a porté à ce jour plus de 8000 projets à travers une centaine de pays pour un financement s'élevant à 391 milliards de dollars. En 2019, le montant des prêts accordés par l'IDEA à la Côte d'Ivoire s'élève à environ 600 milliards de francs CFA. 37 pays comme la Chine, la Turquie et la Corée du Sud sont passés du statut d'emprunteur à celui de donateur. Ces donateurs se réunissent tous les 3 ans afin de reconstituer les ressources de l'IDEA. La 20e assise de ce genre se tiendra ce jeudi 15 juillet à Abidjan. Cette rencontre de haut niveau verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État du continent. Elle penchera sur la relance résiliente des pays africains face à la crise économique de la Covid-19. Et pour ces assises d'Abidjan, Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, est sur le sol ivoirien. Avec sa délégation, il a visité plusieurs projets menés avec la Côte d'Ivoire. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, celui du renforcement de l'alimentation en eau potable dans les villes de Korogo et Ferké, aussi le laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali et le site de la zone agro-industrielle dédiée à l'ANACAD. Le vice-président de la Banque mondiale aura passé 48 heures dans la capitale du Poro. La journée de ce lundi a été consacrée à la visite de la coopérative Shigata. Elle produit du beurre de karité. Il y a également eu une rencontre avec les bénéficiaires des filets sociaux productifs. Noël Gnagno. Centre social de Korogo, dernière étape du séjour de 48 heures du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Les filets sociaux et leur impact ont constitué la trame des échanges à cette rencontre. Fait notable, ces acquis, ils sont éloquents. Mon mari a un verger, donc je me suis arrangée, j'ai fait un petit champ d'arachide. L'année passée, j'ai eu 4 sacs d'arachide. Donc j'ai vendu 3 sacs, j'ai gardé un pour la semence. Quand je reçois l'argent, je faisais jardin. Jusqu'à la fin de l'année, j'ai payé motopompe pour continuer mon jardin. Comme ces personnes à qui nous avons tendu notre micro, ils sont 16 835 bénéficiaires dans la région du Poro. Avant cette ultime étape, Ousmane Diagana et sa délégation sont allés rencontrer les femmes
productrice de qualité de la coopérative Shigata. En langue locale, il faut vivre longtemps pour voir beaucoup de choses. Voici qu'aujourd'hui, elles sont visitées par un haut responsable de la Banque mondiale. À lui, elles ont formulé des doléances. Il ne qu'à nous aider à avoir un grand financement, des matériels, et puis certifier nos beurres. Puisque à cause de la certification, on n'a pas encore eu un grand marché à l'extérieur. Donc nous vendons ici entre nous, dans la Côte d'Ivoire. Donc le beurre ne sort pas. Les machines sont peu pour nous. Avec 124 femmes, pour une seule machine là, le travail ne s'avance pas. Vous avez vu comme le coin est calme, la machine est en panne. Donc on est obligé de s'asseoir, attendre. Le coût de l'électricité est cher. L'eau est chère. Faire un forage d'eau pour nous, pour diminuer le prix, le coût de l'eau, puisque nous employons beaucoup d'eau. Ousmane Diagana s'est dit disposé à les accompagner pour améliorer leur capacité de production afin d'être plus compétitives. De ce séjour à Korogo, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale s'est dit très satisfait des acquis de la Côte d'Ivoire sur la route du développement. Ce tour d'horizon a permis à Ousmane Diagana de se rendre compte des avancées significatives de la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ses objectifs de développement. Et il nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Diagana, bienvenue. Bonsoir Madame. Vous revenez à peine de Korogo et nous avons pu le voir à l'instant. Vous avez entamé votre mission en Côte d'Ivoire par 2 jours de visite de terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui ressort principalement de ces contacts que vous avez pu avoir directement avec les communautés ? Merci beaucoup. Je suis très content de revenir en Côte d'Ivoire et de revisiter la région du Poro, en particulier la ville de Korogo. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours là-bas en 2014. J'ai vu que c'est une ville qui a changé. C'est une région qui se développe. La Banque mondiale intervient en Côte d'Ivoire et en particulier dans la région septentrionale du pays à travers plusieurs programmes. À Korogo, mais également à Slimane-Tiali, nous avons eu l'occasion de visiter certains de ces programmes, en particulier un projet de renforcement de l'accès des populations à l'eau, en milieu rural, plus précisément, un projet multisectoriel de nutrition, un projet d'agropôle qui se développe, mais également des programmes de filets sociaux. C'est autant de programmes qui vont contribuer à faire avancer la région de Korogo, mais surtout de créer des conditions de développement beaucoup plus fortes pour les populations. Alors, vous avez dit que vous étiez heureux de revenir ici en Côte d'Ivoire. Nous précisons qu'avant de devenir vice-président, vous étiez le directeur des opérations ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc de retour, comme vous le dites, mais dans un contexte difficile, car il est marqué par la crise de coronavirus. Quelle a été la contribution d'un partenaire important comme la Banque mondiale dans la réponse contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire ? Alors, bien avant la Covid-19, le partenariat entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire était un partenariat très important en termes de volume d'engagement que nous avons pour la Côte d'Ivoire, mais également en termes de qualité et du dialogue avec les autorités ivoiriennes, avec la société civile ivoirienne, avec le secteur privé ivoirien. La Covid, évidemment, était un drame pour tous les pays du monde. Donc, il était par conséquent nécessaire qu'on intervienne avec célérité, avec des programmes qui peuvent avoir plus d'impact, notamment sur 3 volets. Le premier, c'est la sauvegarde des vies des populations, parce que c'est une maladie dangereuse qui tue. Le deuxième, c'est la protection des moyens de subsistance des populations, parce que la Covid a un peu limité, n'est-ce pas, les opportunités, les activités économiques. Mais le troisième volet, c'est comment faire en sorte que la Covid ne soit pas seulement une contrainte, mais une opportunité de reprise économique à mieux, avec plus d'autres façons de faire. Donc, pendant cette période, nous avons mobilisé plus de 950 millions de dollars américains pour la Côte d'Ivoire. Un programme d'appui budgétaire pour permettre à l'État de mettre en œuvre son plan de riposte,
Donc ça, c'est un programme de 300 millions de dollars. Nous venons de signer un projet d'acquisition des vaccins et de leur déploiement d'un montant de 100 millions de dollars. Pendant mon séjour ici, nous allons signer avec le gouvernement ivoirien un projet de renforcement des chaînes de valeur pour la création de plus d'emplois et de meilleurs emplois, essentiellement pour les femmes et les jeunes. C'est un problème de 300 millions de dollars. Évidemment, d'autres projets ont été également financés par la Banque mondiale pendant cette période. Alors, à vous entendre, beaucoup de bonnes nouvelles en perspective pour la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques qui nous écoutent, certainement beaucoup d'espoir en vous écoutant. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement comment est-ce que vous entrevoyez ce redressement économique post-Covid pour la Côte d'Ivoire, surtout avec tous ces fonds qui sont en prévision? Alors, déjà, la Côte d'Ivoire a démontré sa capacité de résilience pendant la Covid. C'est l'un des rares pays à avoir enregistré un taux de croissance économique au cours de l'année 2020 de 2%. La Côte d'Ivoire dispose des potentialités énormes dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie. Je crois qu'il y a aussi des infrastructures qui se développent tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Je pense que tout cela mis ensemble permet à l'économie de se développer davantage. Et là, le secteur privé, en particulier, a un rôle extrêmement important à faire des investissements sur la base d'un climat des affaires renforcé, amélioré par l'État, sur la base d'une politique et d'une vision cohérente de développement. D'ailleurs, sur ce dernier point, la Banque mondiale a accompagné le gouvernement ivoirien à la préparation d'une vision de développement à l'horizon 2030. Vous savez, pour que le développement ait lieu dans de bonnes conditions, il faut bien planifier et il faut aussi planifier sur un horizon long. Bien planifié sur un horizon long. La Côte d'Ivoire a dû faire face à des délestages qui ont affecté l'activité économique dont vous parlez en général et puis également les ménages ces 3 derniers mois. La Banque mondiale va-t-elle accompagner alors le pays à trouver des solutions surtout durables dans ce secteur qui reste stratégique? Qui reste stratégique, en effet, rien ne peut se faire sans l'électricité. L'agriculture ne peut pas se développer et se moderniser sans électricité. Les centres de santé ne peuvent pas fonctionner normalement sans l'électricité. Il en est de même l'éducation et ainsi de suite. J'ai appris avec beaucoup de satisfaction que cette période difficile que la Côte d'Ivoire a connue il y a quelques mois n'est qu'un lointain souvenir désormais parce que les actions idoines ont été prises, actions en termes d'investissement, actions en termes de réforme. Donc cela nous reconforte que ce problème-là était plutôt un problème conjoncturel. Ce n'était pas un problème structurel parce que la Côte d'Ivoire, au demeurant, dispose de ressources extrêmement importantes, ce qui lui permet d'ailleurs, n'est-ce pas, d'exporter de l'énergie vers d'autres pays de la sous-région. Alors vous avez engagé en ce moment un processus de consultation afin de pouvoir élaborer la prochaine stratégie de la Banque mondiale ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut déjà connaître les premières informations qui en ressortent? Absolument. Je pense que nous sommes au début dans notre nouveau cycle de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Je voulais féliciter les autorités ivoiriennes et les populations ivoiriennes à avoir mis déjà à notre disposition les informations qui nous permettent d'avancer dans le cadre des consultations qui sont indispensables pour que nous préparions une stratégie qui réponde aux besoins des Ivoiriens et aux besoins de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi féliciter la RTI d'ailleurs, qui fait partie, n'est-ce pas, des institutions avec lesquelles nous engageons ces consultations. Féliciter les femmes et les jeunes Ivoiriens qui ont partagé avec nous des idées. Demain, je vais avoir une discussion, une réunion spéciale avec les femmes ivoiriennes uniquement parce que le développement, pour qu'il soit véritablement durable, doit être profitable avant tout pour les femmes. Cette nouvelle stratégie nous permettra de définir de nouveau avec les autorités ivoiriennes des programmes structurants, des programmes transformateurs
qui, nous espérons, vont amener la Côte d'Ivoire vers, n'est-ce pas, des lendemains encore plus importants, plus radieux. Nous pouvons déjà conclure que donc, les femmes seront en bonne position dans cette nouvelle stratégie par rapport à ce que vous avez dit. Quelle est la vision générale et puis quelles sont les priorités, hormis les femmes, pour cette stratégie? Alors, c'est la consolidation des acquis qui existent déjà. Donc, rendre la croissance encore plus forte, plus durable, plus inclusive, sur la base d'un cadre macroéconomique plus sain et plus viable. C'est d'accroître les investissements dans les secteurs porteurs réellement de croissance. Quand on parle de secteurs porteurs de croissance, c'est l'agriculture, c'est les infrastructures. Faire en sorte que les bénéfices de cette croissance contribuent au développement du capital humain. Parce que véritablement le développement, ça doit être d'abord ressenti par les populations, les hommes et les femmes. Donc faire en sorte que ce développement aussi soit inclusif, c'est-à-dire en particulier créateur d'emplois pour les jeunes. Parlant de création d'emplois, vous étiez à Korogo, vous avez pu rencontrer pas mal de femmes dans l'exercice de leurs activités. Nous avons vu tout à l'heure une femme qui vous sollicitait directement. Qu'est-ce qui ressort pour vous de cette visite, spécialement ce volet féminin? Alors j'étais surtout frappé par l'ingéniosité de ces femmes. J'ai passé 1 heure de temps à voir leurs conditions de travail. Souvent difficile, hein? C'est très, très, très difficile. Mais elles m'ont dit que leur maman travaillait dans des conditions plus difficiles que les leurs. Et donc, je les ai encouragés à envoyer leurs enfants à l'école, à les maintenir à l'école. Parce que leurs enfants, même s'ils vont continuer à faire la même activité, le feront dans des conditions différentes et dans des conditions beaucoup plus faciles, ce qui leur permettra d'être aussi des capitaines d'industrie. Le développement partout est porté par l'agriculture. La Côte d'Ivoire a des ressources extrêmement importantes en la matière. Et deuxièmement, le développement partout est impulsé par les femmes. Les femmes ivoiriennes, c'est des femmes travailleuses. Je leur ai promis un engagement ferme, continu de la Banque mondiale, à œuvrer pour que les conditions difficiles dans lesquelles ces femmes travaillent soient aplanies à travers des projets novateurs, des projets qui vont, n'est-ce pas, tenir avantage de ce que les nouvelles technologies offrent l'économie numérique. Et donc nous les mettrons aussi certainement en rapport avec d'autres pays, d'autres États, et nous allons aussi faciliter, n'est-ce pas, le règlement de tous les problèmes, y compris la certification. Je crois que c'est un problème particulier qui a été mentionné, et nous allons travailler avec les ministères conséquents pour que ces programmes nouveaux voient le jour le plus rapidement possible. Alors, ces projets d'aide aux populations, il va en être certainement question lors du sommet des chefs d'État africains pour la reconstitution des fonds IDEA, et c'est pour ça que vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Banque mondiale attend de ce sommet? Quels sont les enjeux? Alors, nous voulons surtout écouter les leaders africains. C'est pour cela que je saisis l'opportunité de vous être interviewé pour remercier son Excellence, le président Alassane Ouattara, d'avoir eu l'idée de cette conférence et de nous avoir tous conviés, la Banque mondiale, mais également beaucoup de chefs d'État africains. L'IDA, depuis sa création en 1960, donc ça fait 61 ans, a contribué à financer des programmes extrêmement importants partout dans les pays à revenus faibles, en particulier en Afrique. Au cours de cette reconstitution de l'IDA, nous envisageons mobiliser au minimum 90 milliards de dollars pour le monde entier, dont 60 milliards de dollars seront mis à la disposition des pays africains. Mais au-delà de la mobilisation, nous voulons que ces programmes ces ressources soient orientées vers des programmes qui changent la donne, qui mettent les États africains tous et chacun des États africains sur la voie de l'émergence, sur la voie du progrès économique et social. Merci, M. Diagana. Vous avez dit être ravi d'être de retour en Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces Ivoiriens qui vous regardent ce soir? Que la Côte d'Ivoire est un pays qui bouge, qui progresse. Moi, j'étais là quelques années seulement après la période post-électorale, la crise post-électorale. C'était une période où nos programmes étaient essentiellement orientés vers la reconstitution, vers la reprise.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé cette période. Donc, les investissements nouveaux que nous allons faire sous la direction, bien sûr, des autorités ivoiriennes vont amener la Côte d'Ivoire véritablement vers le développement. Merci beaucoup à vous, Ousmane Diagana. Vous êtes le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et je le rappelle, vous allez prendre part le 15 juillet prochain aux assises de l'IDEA ici à Abidjan. Merci pour la carte. Une institution membre de la Banque mondiale qui a porté plus de 8000 projets de développement dans 114 pays, dont la Côte d'Ivoire. Et l'accès à l'eau potable fait partie des chantiers en pole position. Cette question est réglée dans la région du Hambol grâce à de nouvelles infrastructures à Dabakala et à Niakara. Elles ont été mises en service par le ministre de l'Hydraulique et vont même permettre à la région de bénéficier d'un excédent en eau potable à hauteur de plus de 2500 mètres cubes par jour. Léon Bro. Voici l'acte du ministre de l'Hydraulique et de son collègue des Mines qui atteste de la disponibilité de l'eau potable désormais à Niakara. 2500 mètres cubes pour un besoin de 1781 mètres cubes, soit par jour un excédent de 719 mètres cubes d'eau potable grâce à cette UCD ou unité compacte d'agrément venue renforcer la capacité de production de l'usine d'eau potable de Niakara. Déjà, des ménages peuvent tourner la page de la pénurie d'eau. Chez nous, on n'a plus de problème d'eau. En tout cas, dans mon quartier, l'eau vient 24 heures sur 24. Avec cette autre UCD, production excédentaire d'eau potable aussi à Dabakala, 1842 mètres cubes par jour. Mais ici, comme à Niakara, pas d'eau potable pour tous les ménages. En cause, la vétusté ou l'inexistence de canalisation, des questions à régler par l'extension du réseau d'adduction d'eau potable et les émissaires du gouvernement en lancent ici les travaux. Une chose est d'avoir de l'eau, mais une autre chose est de faire en sorte que cette eau arrive dans les ménages. Et comme nous savons qu'il y a beaucoup de quartiers qui se sont créés, mais ces quartiers ne sont pas canalisés. Nous avons eu l'autorisation du président de faire l'extension du réseau dans toutes ces villes pour que toutes les populations puissent en avoir accès. 55 km additionnels de canalisation en 10 mois pour ravitailler 2500 nouveaux ménages de Dabakala. Quant à Niakara, seront approvisionnés 2000 ménages supplémentaires avec 42 km de canalisation nouvelle. Lorsque ce projet sera terminé, les besoins en matière d'adduction d'eau seront résolus définitivement à Niakara. Alors, rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous ne pouvons que dire merci et demander aux populations de continuer de croire en la vision et au président de la République parce qu'il est en train d'adresser les questions essentielles de la pyramide des besoins de notre région. Environ 1 milliard, le coût de l'extension du réseau d'eau à Dabakala et Niakara et plus de 21 milliards de francs CFA, le volume de l'investissement pour l'accès de tous à l'eau potable dans la région du Hambol. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu ce lundi le directeur général du Conseil Café Cacao. Ibrahima Koné avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il a échangé avec les conseillers sur la durabilité du secteur cacao. Jean-Luc Bangbo. Elle se veut une nouvelle tribune d'échange du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, autour de questions majeures liées à la vie de la nation. Les grandes rencontres du CESEC avaient pour cette session inaugurale comme conférencier principal le directeur général du Conseil Café Cacao. En notre qualité de Conseil du gouvernement et des chambres parlementaires, il nous revient d'appréhender les enjeux et les défis de ce secteur et de nous imprégner des préoccupations de ces acteurs. Notre institution se doit d'être proche du vécu des populations, notamment celle du monde rural. La durabilité du secteur cacao, c'est sur ce thème que le patron du Conseil Café Cacao a instruit les conseillers. Un thème qui lui a permis de rappeler l'ensemble des actions menées pour l'amélioration de la qualité de vie des producteurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de produire. Il y a un impératif de vendre le cacao, de bien vendre.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a également saisi cette occasion pour exposer les résultats obtenus par l'agriculture ivoirienne du fait des réformes entreprises dans le secteur. La mise en œuvre de toutes ces mesures par le gouvernement a permis à notre pays de consolider sa position de premier producteur mondial de cacao et de cola et de se hisser au rang de premier producteur et exportateur mondial de la noix de cajou. La tribune du CESEC recevra durant tout le mois de juillet d'autres conférenciers responsables de filières agricoles comme l'EVA, le palmier à huile, le coton ou l'anacarde. Dans l'actualité sanitaire, la pandémie à coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. Voyons le bilan chiffré pour la Côte d'Ivoire ce 12 juillet. Le pays enregistre aujourd'hui 2 nouveaux cas de Covid-19, donc 48 869 cas confirmés, 345 encore actifs. Le nombre total d'échantillons est de 735 556. Le 11 juillet, 951 doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 857 406 doses administrées. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. On parle maintenant cohésion sociale avec le retour en Côte d'Ivoire de 60 Ivoiriens réfugiés au Ghana depuis 2011. Leur retour volontaire a été facilité grâce aux efforts conjugués de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et la DARA, la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Selon la DARA, ce sont plus de 280 000 réfugiés ivoiriens qui sont revenus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. C'est la joie des retrouvailles. Olivier Lallier est heureux de revoir ses parents et proches. Réfugié au Ghana depuis 2011, il est aujourd'hui de retour au pays. 10 années, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. On a traversé des difficultés, en tout cas des amertumes et autres. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de rentrer dans notre pays. Dans ce convoi, ce sont 60 personnes résidant au Ghana depuis la crise post-électorale qui retrouvent la mère patrie. Leur retour volontaire a été facilité grâce aux actions conjointes du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Le pays aujourd'hui est en paix. Depuis l'amnistie qui a été décidée par le chef de l'État, vous savez, tout le monde est rentré. Il n'y a vraiment aucune menace. Leur retour vraiment face des émules, en sorte que ceux qui sont encore là-bas, qui hésitent, puissent leur emboîter le pas. Désormais, sur le sol ivoirien, ces réfugiés vont donc bénéficier de soutien et encadrement. Notamment, leurs enfants pourront intégrer le système éducatif. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, nous avons une plateforme qui s'occupe spécialement de l'insertion ou de la réinsertion des enfants depuis 2011. Il y avait plus de 4000, disons 4600 qui ont été insérés dans les circuits scolaires. Plus de 20 000 dans les secondaires. Selon la DARA, 300 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge hors du pays en 2011. À ce jour, plus de 280 000 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les conseillers municipaux d'Abobo ont choisi Kandia Camara pour diriger la commune. Unique candidate, son élection vient mettre fin à 4 mois d'intérim assuré par la première adjointe au maire suite au décès du précédent maire Ahmed Bakayoko le 10 mars dernier. Didier Nguessan. Elle reçoit les insignes dus à son nouveau rang de maire. Kandia Camara vient d'être élue à la tête du conseil municipal d'Abobo à l'unanimité des 44 conseillers municipaux votants. Elle succède ainsi à ce poste à Ahmed Bakayoko qui a rangé définitivement le chape de maire le 10 mars dernier suite à son décès. Nous sommes venus reconnaître son mérite, reconnaître son engagement et l'encourager à porter très haut le flambeau déjà porté avec beaucoup de finesse et d'engagement par son prédécesseur. La maire élue Kandia Camara lui a rendu un vibrant hommage. Je voudrais, au nom de mes collègues, prendre l'engagement de m'inscrire dans la continuité
pour continuer l'œuvre importante, gigantesque, entamée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, afin que de là-haut, qu'ils puissent être rassurés, qu'ils puissent être fiers de ceux qu'il a laissés ici, qu'ils puissent être heureux en se disant qu'il n'a pas travaillé en vain. Pendant 3 mois, Jeanne Peumont, première adjointe au maire, avait assuré l'intérim. Elle et les 5 autres adjoints au maire sont reconduits à leur poste au terme du vote. Le préfet d'Abidjan, Germain François Goun, a supervisé cette élection, assisté du doyen d'âge des conseillers municipaux. Aujourd'hui lundi, le RHDP a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila nous fait le point de l'intervention du secrétaire exécutif du RHDP. Décortiquant les sorties politiques de l'ancien président Laurent Gbagbo, le directeur exécutif du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est voulu clair. Ce dont il s'agit, c'est lorsque M. Gbagbo refuse d'être respectueux des textes. La Constitution a été votée en 2016, en novembre. Constitution portée par M. Bédié lui-même, par le groupement politique d'alors, votée à une large majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté donc cette constitution. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république. Pour nous, les choses sont très claires. Le président Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire, point barre. Face à la presse nationale et internationale, Adama Bictogo s'est aussi prononcé sur une éventuelle rencontre entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le président de la République, Alassane Ouattara. C'est au président d'apprécier de l'opportunité d'une rencontre avec tel ou tel. Ce sont ses prérogatives, mais en tout état de cause, tout acte que pose le président va dans le sens de rassembler les Ivoiriens. Parce que le RHDP se veut la force motrice du rassemblement de tous les Ivoiriens, mais dans le respect des textes et dans le respect des fonctions. Fonctions incarnées par la plus haute personnalité, le président Alassane Ouattara. Pour le directeur exécutif du RHDP, il faut aller à l'essentiel, la paix et la réconciliation. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara, et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Cette conférence de presse du RHDP fait suite à la rencontre entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à Daoukro. On s'intéresse au domaine artisanal. Le centre artisanal de la ville d'Abidjan a reçu la visite du ministre de la promotion des PME et de l'artisanat. Félix Anoblé a échangé avec les artisans. Ils sont environ 400 sur le site. Leurs conditions de travail et les possibilités d'accompagner leurs activités ont été évoquées. Dangui. Là, dans tous ces états, des pièces de toutes les formes, de toutes les couleurs rivalisent de beauté et inondent d'émotions esthétiques le centre artisanal de la ville d'Abidjan, Cava. Martin, un visiteur, succombe au charme d'un objet d'art. J'ai acheté un léopard. Les choses ici me plaisent beaucoup. Après avoir visité plusieurs stands du Cava,
toucher les pièces, échanger avec les artisans et les commerçants, le ministre de la Promotion des PME et de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, est impressionné. J'ai été marqué par la présence d'un masque de chez moi, du masque Crewman, qui donc est présent sur ce site et de l'histoire de ce masque sur ce site. Autant dire que le génie des artisans, la patience des commerçants continue de faire rayonner le centre artisanat de la ville d'Abidjan-Cava, malgré les défis auxquels ce secteur est confronté. Nous sommes très contents pour la visite du ministre. Vraiment, c'est une grande première. Tout ce qu'on demande à monsieur le ministre, c'est de faire la promotion pour les artisans et nous aider pour faire les formations. Félix Anoblé s'est engagé à prendre toutes les dispositions pour rendre le Cava plus visible. Nous aurons des programmes d'accompagnement qui vont être des programmes non seulement de la formation, mais de la digitalisation du travail des artisans. Donc il fallait voir aujourd'hui dans quelles conditions ils sont pour réfléchir et mieux adresser les solutions du futur qui sont proposées par le président de la République pour les artisans de Côte d'Ivoire. Le centre artisanat de la ville d'Abidjan-Cava s'étend sur 1,5 hectare dans la commune de Marcory, compte 137 stands et environ 400 artisans. Un rendez-vous culturel et gastronomique attire l'attention sur Bokanda, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il fait la promotion de la culture du peuple Agba en mettant en lumière les danses et jeux traditionnels des Baoulé Agba qui sont en voie de disparition. Soro Corona. Le Ndolo, jeu des jeunes filles pratiqué au clair de lune dans les villages du peuple Agba, n'est plus vu depuis des décennies. La Guémélé, danse de réjouissance, est aussi en voie de disparition. Pour faire revivre ces jeux et danses, mais surtout valoriser et promouvoir le riche patrimoine culturel Agba, un festival se tient désormais à Dida Kayabou, village du département de Bokanda. Le festival Ea Djalike est à sa première édition. C'est donc dans l'optique de valoriser et promouvoir les atouts culturels et touristiques de cette partie de la Côte d'Ivoire et du peuple Baoulé Agba que le festival des arts et de la culture de Dida Kayabou dénommé Ea Djalike Festival a été initié. Faire du festival Ea Djalike un rendez-vous culturel annuel reste un défi à relever pour les initiateurs. Pour la valorisation des danses traditionnelles en voie de disparition, des initiatives sont à prendre. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Nguessan Lataille, fils de la localité, entend mettre un comité de suivi en place pour les prochaines éditions. On a fait un recensement et on a donné les moyens pour qu'on donne les équipements pour que ces danses renaissent, pour que ça soit perpétué. Et donc on va mettre en place un comité de suivi de ces valeurs afin qu'elles ne disparaissent pas après le festival. Parrain du festival Ea Djalike, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, s'est félicité de la tenue de ces rassemblements culturels. Il a invité le peuple baoulé à la cohésion et au développement. Tout ce que nous recherchons, c'est la paix et la cohésion. Je pense que le thème de votre festival, c'est comment la culture peut contribuer à la paix et à la cohésion. Et ça, c'est essentiel. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion, on ne peut pas se développer. Le ministre Nguessan Kofi Lataille et moi-même, nous travaillons aux côtés du président Alassane Ouattara pour porter vos préoccupations au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse donc vous aider. Visite des stands, prestation de plusieurs danses traditionnelles, récompense des meilleurs écoliers du village de Dida Kayabo ont constitué les temps forts de la première édition du festival Ea Djalike. On reste dans le centre ivoirien. À Bouaké, ce sont les phases finales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Plus de 600 festivaliers venus de 36 régions du pays prennent part à la compétition. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de créer une saine émulation entre les apprenants et de détecter en plus de nouveaux talents. Dans l'actualité internationale, Christian Emmanuel Sanon, un Haïtien âgé de 63 ans et vivant jusqu'à juin dernier aux États-Unis, serait l'un des auteurs de l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse. À la tête d'un commando d'au moins 28 mercenaires, dont 22 sont aux mains de la police, il aurait tenté un putsch qui s'est soldé par la mort du président et de son épouse. L'enquête se poursuit alors que 6 membres présumés du commando sont toujours en fuite. Des enquêteurs
enquêteurs américains, membres du FBI, du département d'État du ministère américain de la Justice et du département de la Sécurité intérieure des États-Unis sont arrivés dimanche en Haïti. Merci à tous de votre attention. Aboulaye Koné vous retrouve à 23h sur RTI 1. Agréable fin de soirée à tous. Bonsoir.